Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 4 sur Gathering Storm, tome 2, la fracture de Biel-Tan. Donc, petit résumé pour ceux qui prendraient cette vidéo en cours, sinon, je vous fais pas de résumé, puis vous allez directement regarder la playlist, mais bon, c'est jamais, des fois vous voulez le petit résumé. Donc, Yrene, la Dame des Ombres, était une gladiatrice des arènes de Commorragh. Elle est morte, tuée par Lilith Esperax, au même moment où Eldrad-Ultran a donné naissance au dieu de la mort des Eldar, Ynid. Simplement, son rituel n'a pas été au bout parce que Artanis, non pas Artanis, comment il s'appelle? Je suis trop dans Starcraft. Comment il s'appelle? Il s'appelle pas Artabis, mais je sais plus d'ailleurs. Je sais plus. C'est pas non plus Aramis. Ah, le bug. En plus, c'est un de mes persos préférés de la Death Watch. Mais bon, peu importe. Donc, il a mis fin à ce rituel. Ouais, je suis chaud, je recommence pas. Il a mis fin à ce rituel et en fait, Ynid a été réveillé juste Artemis, juste un petit peu, et suffisamment pour s'incarner et prendre possession du corps d'Yrene, qui était en train de mourir au même moment sur Commorragh. De ça est venue en fait la naissance de la Dame des Ombres, Yrene, qui s'est retrouvée investie d'un pouvoir colossal qui permet d'aspirer en fait les âmes des Eldar, alors que ce soit les Drukhari, les Eldar, les Arlequins, enfin les Eldar des Craftworld, et en fait d'intégrer leur âme à son propre corps, à son propre esprit. Et en fait, on sait que c'est extrêmement recherché par les Eldar parce que c'est un pouvoir qui dépasse celui des pierres-esprits, en tout cas qui le remplace, et qui permet d'éviter l'assoiffé, Slaanesh. Donc, elle cherche à s'échapper de Commorragh, bien sûr, parce que Azruba Elvect, alors lors de sa transformation, elle a fait exploser quasiment l'entièreté de l'arène, et forcément, Azruba Elvect cherche à se venger de cette perte colossale, et Yrene s'échappe. Elle s'échappe à travers la toile, et dans la toile, elle rencontre les Arlequins qui viennent la sauver alors qu'elle était aux prises avec des démons de Slaanesh, bien évidemment. Ça va être un gros duel entre d'un côté Slaanesh, de l'autre côté les Eldari, les Arlequins aussi, et puis ça change, ça nous évite d'avoir encore une fois du Space Marine. Space Marine, ça va vraiment être mis en retrait. D'ailleurs, je vois que les vues sur ces vidéos, là, les 3 premières vidéos, sont beaucoup moins grandes. Me dites pas que vous voulez que du Space Marine, me dites pas que vous voulez que je vous fasse tous les chapitres Space Marine à part un, ça nous change quand même un petit peu, les Eldar. Bon, après, c'est vrai que moi j'aime bien les Eldar, et surtout ce passage là de Gathering Storm, mais rassurez-vous, sur la fin on aura du Space Marine, on aura même du Primarch, parce que le retour de Roboute Guilliman, c'est le résultat tout simplement de ce qui se passe dans la fracture de Biel-Tan, de ce qui se passe avec Yrene. Donc voilà, si vous voulez du Space Marine et du Portbolter, rassurez-vous, il y en aura sur la fin. Alors là, on retrouve Yrene qui est en train de s'échapper avec le solitaire du chagrin nocturne, qui a décidé de la prendre sous son aile. Tout simplement pourquoi? Parce que lui est en relation avec Eldrad-Ultran. Et Eldrad-Ultran a senti que dans la causalité, que dans les fils du destin, ce qui s'est passé sur la lune sur laquelle il a essayé de réveiller Ynid, a eu des répercussions justement dans l'arène de Commorragh avec Yrene. Et qu'elle est au centre de tout ce qui peut se passer de positif pour l'avenir du peuple Eldar. Donc, effectivement, il faut essayer de la préserver. C'est quelque chose qui ne va pas faire directement, mais il va le faire par l'intermédiaire des Arlequins et du chagrin nocturne qui suit un petit peu Eldrad-Ultran. Alors après, c'est vrai qu'on peut se poser la question de pourquoi cette troupe d'Arlequins va suivre Eldrad-Ultran, un grand prophète d'Ultué. Je pense qu'il y a une convergence en fait de volonté sur la façon en fait de mener la suite de l'aventure de la vie des Eldar, à savoir comment faire pour essayer d'échapper à l'anéantissement, au Rana d'Andra, et Eldrad-Ultran, lui, il a cette voie-là, réveiller Ynid justement, pour que Ynid puisse se nourrir de l'ensemble des âmes des Eldar et tuer Slaanesh. Donc c'est un plan qui mettra fin au péril de Slaanesh, mais la prophétie dit aussi que c'est au moment où le dernier des Eldar s'éteindra que Ynid aura les pleins pouvoirs et pourra battre Slaanesh. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tous les Eldar meurent pour que Slaanesh soit vaincu.
c'est une victoire difficile. Alors, on en apprend un peu plus sur l'origine d'Yvren. Ce qui se passe, c'est que le solitaire, qui va guider Yvren et sa bande, va choisir d'aller dans une zone de l'Imperium. Pourquoi une zone de l'Imperium? Parce que c'est là qu'il va y avoir le vaisseau monde Biel-Tan. Alors Biel-Tan, ça signifie renaissance des jours anciens. C'est parce que Biel-Tan, c'est le vaisseau monde qui est le plus tourné vers la guerre. Son but, c'est de refaire prendre aux Eldar la force qu'ils avaient à l'époque, renaissance des jours anciens, leur place de numéro 1 dans la galaxie et plusieurs choses. Donc ils sont extrêmement xénophobes, c'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une autre race qu'un Eldar, eh bien c'est la guerre, hein, on va pas chercher à discuter, on va directement les annihiler. Autre axe, c'est la protection en fait des mondes vierges. Ce qui s'est passé, c'est que les Eldar ont créé des mondes vierges. En fait, ils ont, alors le mot terraformé, on l'utilise parce que la Terre, terraformation, mais là du coup c'est l'Eldariformation. Ils ont transformé des mondes qui n'étaient pas propices à la vie en mondes joyaux, en mondes extrêmement propices à la vie parce qu'ils avaient ce pouvoir-là. Et en fait, ce pouvoir-là a été perdu maintenant par les Eldar et le vaisseau monde Biel-Tan, lui, pense que la renaissance du peuple Eldar viendra forcément dans ces mondes joyaux et donc ils doivent défendre coûte que coûte ces zones qui seront les graines de la renaissance de l'Empire Eldar. Alors après, les autres vaisseaux mondes, eh bien, regardent Biel-Tan avec un petit peu de raillerie en se disant mais de toute façon ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus la capacité, la technologie et les ressources qu'avaient les Eldar à l'époque où ils ont créé ces mondes joyaux, eh bien elle a été perdue. Un petit peu comme l'Imperium qui a perdu aussi beaucoup de technologie, c'est la même chose pour les Eldari. Alors on peut imaginer que ce n'est pas tant une perte de connaissances, mais plutôt une perte de ressources en effet. Donc je sais pas, on peut imaginer des chantiers de construction colossaux, on peut imaginer des planètes avec beaucoup de ressources, enfin on peut imaginer beaucoup de choses qui sont au-delà simplement de on sait plus comment faire. Alors on revient sur Biel-Tan. Pourquoi on va sur Biel-Tan? Au-delà de ça, c'est parce que Yvren est originaire de Biel-Tan. Yvren, les habitants de Comorgue ne le savent pas forcément parce que pour eux c'est devenu la Dame des Ombres, mais en fait elle est née tout simplement sur Biel-Tan et dans un premier temps elle avait suivi la voie de l'acteur et en tant que actrice, eh bien elle pouvait donner libre cours à ses talents, que ce soit oratoire ou que ce soit gestuel ou acrobatique. Mais en prenant un peu de la confiance et de la sûreté, eh bien, elle a commencé à aller vers des choses un petit peu plus débridées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Biel-Tan a éveillé l'avatar de Ken, et qu'en fait, chaque Eldar du vaisseau monde ressent au plus profond de lui cet éveil. Et chez Yvren, eh bien, il y a comme une soif de sang qui est née avec l'éveil de l'avatar, et elle a décidé, après, de suivre la voie des guerriers aspects et la voie du Temple Vengeur. Et au Temple Vengeur, elle a été formée par l'Ariane parle aux étoiles, exarque du Temple de la Lame Argentée. Spoiler alerte, il s'agit du Visarque qui l'a retrouvé, et en fait c'est pour ça voilà, qu'il y a cette connaissance et ce lien entre eux. Donc c'est un lien très fort, on peut l'imaginer, entre Yvren, qui a été formé en tant que vengeur, guerrier vengeur, par justement l'exarque qui a décidé de consacrer sa vie à préserver la vie d'Yvren. Ça c'est quelque chose qui est assez fort. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, alors qu'elle continuait les combats en tant que vengeur, eh bien sa soif de sang ne se tarissait pas. Et elle voulait toujours plus d'extravagance, et elle a décidé de suivre la voie de l'Archonte. Parce qu'en ayant la voie de l'Archonte, elle pouvait rester au combat, mais en même temps acquérir encore plus de puissance en utilisant ses pouvoirs psychiques. Malgré tout, ce n'était toujours pas suffisant et elle a fini par déserter le vaisseau monde. Elle est devenue une paria. Ensuite, elle est devenue une corsaire. Donc les flottes de corsaires, c'est vraiment les pirates, hein. Les pirates de l'espace. Mais ce n'était toujours pas suffisant et son arrogance, cette fois-ci, lui a fait commettre alors on ne sait pas si elle a tué le commandant du vaisseau sur lequel elle était, mais en tout cas, voilà, il y a eu mutinerie, et au final, elle a fini par atterrir dans les arènes de Comorgue pour se battre, et c'est le début de ce qu'on avait sur Gathering Storm. Donc voilà, ça c'est vraiment l'historique qu'on a eu sur Yvren. Alors je vous l'ai dit, Eldrad Ultran, il suit de très près les agissements d'Yvren, parce que bien avant qu'elle-même devienne la Dame des Ombres, eh bien il avait vu que ce qui s'était passé sur la lune de Coeria, donc la lune sur laquelle il avait fait le rituel d'éveil d'Ynid, eh bien suite à ça, en sondant les fils du destin, il avait vu qu'Yvren allait justement
périr et renaître, et voilà. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on nous le dit, je pense qu'il y a peut-être un petit souci, c'est qu'on dit qu'il l'a vu, alors qu'en fait, techniquement, c'est censé se passer au même moment. Donc, je pense que là, il y a une toute petite erreur dans le bouquin. Bon, c'est pas grave, voilà, on leur en voudra pas parce que dit que il a vu ce qui s'est passé après, en fait, après son échec, parce qu'en fait, le but c'était quand même de réveiller Enid directement, mais il avait sondé les fils du destin après son échec, et en fait, on nous dit que c'est au moment justement où il échoue que l'âme d'Enid s'éveille, et au même instant, Yvraine décède, et elle reprend le pouvoir d'Enid. Elle renaît sous la forme de la Dame des Ombres. Donc là, voilà, je pense qu'il y a petite erreur, peut-être, peut-être il y a quelque chose que j'ai pas compris ou mal compris, mais bon, dans la temporalité, je pense que là, ça déconne un petit peu. Ensuite, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que la manifestation des pouvoirs d'Yvraine était vraiment basée sur le pouvoir d'Enid, c'est-à-dire qu'elle attirait à elle les ombres, les âmes des Eldar et des Drukhari, et c'est exactement ce que avait déduit Eldrad Ultran. Donc ça a confirmé qu'il fallait absolument, qu'elle était essentielle en fait à l'accomplissement de son plan. C'est pour ça qu'il a confié cette mission aux Arlequins. Les Arlequins, eux aussi, ont pu observer dans la bataille qui se passait dans le Warp, dans la toile, quand ils se battaient justement contre les démons de Slaanesh et le masque de Slaanesh, qu'Yvraine tenait en fait ses pouvoirs. Donc ils sont tous convaincus que c'est elle qui va bouleverser le destin des Eldar, et donc ils la protègent. Et quel est le meilleur endroit que l'endroit où elle est née, celui où sans doute elle aura le plus de partisans, parce que forcément certains se rappellent encore d'elle, et ça va être plus facile parce que Biel-Tan, c'est aussi le vaisseau monde qui est tourné vers la guerre et qui a envie de retrouver la suprématie du peuple Eldar. Bon, ce qui est amusant et qu'on peut noter, c'est lors de la divination qu'a fait Eldrad Ultran, il utilise en fait des runes, et il a la rune de la Dame des Ombres qui représentait, il a la rune de la Renaissance, et en fait, il a aussi la rune du vaisseau monde de Biel-Tan. Et en fait, lors de cette divination, cette rune, le cœur noirci, et en fait la pierre s'enflamme. Donc il sait que c'est quelque chose qui est extrêmement négatif, mais il se dit que de toute façon il faut consentir à de grands sacrifices. On peut se poser la question s'il l'aurait fait aussi pour Ulthué, mais bon, je pense que Eldrad Ultran est assez extrémiste pour que, quel que soit le vaisseau monde, étant donné qu'il est prêt à ce que toute la race des Eldar disparaisse pour tuer Slaanesh. Bon voilà, on peut imaginer qu'il est prêt à tous les extrêmes. Alors avant de l'arrivée d'Yvraine sur Biel-Tan, eh bien, il y a justement les Arlequins du Chagrin Nocturne, du masque du Chagrin Nocturne, qui ont averti Biel-Tan de l'arrivée d'Yvraine. Et en fait, une des grands prophètes de Biel-Tan, donc Méliniel, elle a ressenti aussi cet afflux d'énergie et le fait que Yvraine allait être au centre de beaucoup de changements et qu'il fallait absolument aussi la protéger et l'épauler. Donc même s'il se méfie du masque du Chagrin Nocturne, et à forte raison. Pourquoi ? Parce qu'il faut se rappeler que le masque du Chagrin Nocturne a volé dans la salle des prophètes de cristal. En fait, un grand prophète, quand il est sur le point de décéder de vieillesse, il se cristallise, en fait, son corps se cristallise et il devient une statue de cristal. Et Eldrad Ultran avait besoin en fait de ces statues comme amplificateurs pour son rituel, et ce qui s'est passé, c'est que le masque du Chagrin Nocturne a été un petit peu dans différents vaisseaux mondes, dont Biel-Tan, pour récupérer, subtiliser, alors que certains faisaient justement un spectacle, d'autres passaient dans la salle des prophètes, récupérer des grands prophètes cristallisés, et qu'ils ont tous été perdus lors de l'éveil du rituel. Donc il y a quand même un passif qui est très fort, mais c'est quand même surpassé par la vision du grand prophète de Biel-Tan, qui dit malgré tout ce que vous avez fait, il est quand même plus important que Yvraine soit bien accueillie, donc ils vont préparer en fait cet accueil. Alors il s'étonne quand même de pourquoi en fait les Arlequins ne sont pas venus par la voie traditionnelle et sont venus par des moyens détournés. Eh bien c'est parce que les Arlequins disent que a priori le masque de Slaanesh, enfin c'est plus qu'a priori, c'est que le masque de Slaanesh est pleinement conscience qu'Yvraine existe, qu'elle est une menace réelle pour Slaanesh, et qu'il en a fait sa priorité. Et dans le vaisseau monde Biel-Tan, on a en fait différents accès, des accès par la toile, et aussi qui mènent forcément au Warp, et que Slaanesh
pourrait peut-être utiliser un de ces portails cachés, un portail caché que seuls les Arlequins connaissent et que les habitants de Bieltan eux-mêmes ne connaissent pas. Donc quand il révèle ça, le grand prophète de Bieltan, il dit de toute façon nous avons des runes de protection et notre portail n'a jamais été violé. Et en fait ils se disent oui, mais en provenant de l'attaque, en faisant une attaque de par une planète, un de ces mondes joyaux justement que vous protégez, parce qu'il y a des portails qui sont entre les mondes joyaux et le vaisseau monde de Bieltan, et bien en passant par ce portail-là, on va pouvoir, enfin les démons pourraient accéder à Bieltan et c'est le chemin qu'ils vont prendre. Donc il ne faut pas se battre directement sur Bieltan et défendre Bieltan, mais nous allons aller sur ce monde joyau et défendre directement le vaisseau monde par l'intermédiaire de ce portail pour protéger l'accès à Bieltan. Alors ce fameux monde joyau, cette planète, elle s'appelle Ursulia. Donc elle a été nommée suivant les Eldar de par une nymphe en fait qui est une nymphe mythique, et c'était un monde très verdoyant qui était très connu chez les Eldar parce que c'était un monde magnifique avec des prairies remplies de ronces magnifiquement fleuries et de cités arboricoles qui faisaient le plaisir de tous les voyageurs. Maintenant, cette planète était passée à travers une tempête warp et la tempête warp avait complètement scarifié toute la croûte externe de cette planète et il ne restait plus rien des joyaux de jadis. Et quand en fait les voyageurs sont arrivés, donc quand la lame du vent est arrivée pour voir ce qui était devenu Ursulia, ils sont sentis un petit peu coupables parce que leur but à eux, encore une fois, c'est de protéger ces mondes joyaux. Et en fait, ce monde-là, clairement, il avait été perdu parce qu'il était défiguré, il n'y avait plus de cités, il n'y avait plus de prairies, tout cela avait été remplacé par des zones de crânes, des zones de verre, enfin tout ce que le warp peut corrompre. Et voilà, donc ils avaient cet esprit vengeur et en même temps, ils savaient que au sein de cette planète résidait encore le portail d'accès vers Bieltan. Alors c'était un portail qui avait été fermé il y a bien longtemps parce que justement on ne voulait pas qu'on puisse accéder au vaisseau monde de Bieltan par Ursulia. Mais les habitants, les exodites qui habitaient cette planète-là, eux ont maintes fois milité pour qu'on réouvre le portail, justement pour qu'ils puissent s'échapper et pour qu'ils puissent avoir une voie de sortie. Malheureusement, le Bieltan s'est toujours opposé à ça, j'imagine, sous couvert de « ne vous inquiétez pas, s'il y a un problème, on viendra vous défendre ». Là, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et quand, justement, les guerriers de la Lame du Vent, c'est l'host de Bieltan, viennent, ils découvrent toutes les cités ravagées, tous les exodites tués, démembrés, etc. Et donc, ils ont le cœur qui se serre en voyant justement ce spectacle horrible dont ils sont partiellement responsables. Il ne faut pas l'oublier. Alors après, on peut se dire aussi que les exodites peuvent se défendre aussi eux-mêmes, mais voilà, le but quand même de Bieltan, c'est de protéger ce monde. Donc, et les habitants exodites sont morts, et le monde, lui, a été défiguré et appartient maintenant au chaos. Maintenant, ils savent que ça va être l'enjeu des forces du chaos de réouvrir ce portail-là, et ils vont utiliser la force Cloud Strike. Donc en fait, pourquoi il nous précise vraiment le nom de cette technique, c'est parce que à l'époque, c'est en V7, on avait des formations. Il y avait une formation Cloud Strike qui consistait à jouer 3 Falcons en termes de règles, ça avait des bonus. Et donc là, du coup, vous voyez, ils nous remettent un petit peu ces petites choses-là en avant pour qu'on puisse se dire « Ah tiens, je joue les Cloud Strike ». Et en fait, je vous le précise, pourquoi ? Parce que je trouve que c'est important quand on a un vrai lien entre le lore et les règles de Warhammer 40 000. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît dans le jeu, et le fait de retrouver ces choses-là, ça fait plaisir. Donc là, du coup, j'insiste dessus. Alors en fait, j'ai décidé de vous lire un petit peu le passage de description qu'on a d'Ursulia. Pourquoi ? Parce que peut-être je me dis que ça peut inspirer certains d'entre vous pour créer un décor. Et comme je trouve que maintenant, le problème majeur de Warhammer 40 000, ce sont les tables sur lesquelles on joue qui sont extrêmement normées. Si certains ont envie de s'évader un petit peu de ça, je vais vous lire la description de ce monde qui est maintenant démoniaque. Donc jadis, Ursulia était un paradis végétal aux eaux cristallines. Toutefois, depuis l'arrivée des tempêtes warp, dans le secteur situé au centre de l'Ultima Segmentum, elle a été transformée en un monde cauchemardesque. Donc ces forêts sont devenues des étendues dotées d'une conscience maléfique qui empoisonne l'âme. Donc là, typiquement, les décors de Warcry, ça peut totalement bien matcher avec ça. Vous rajoutez un petit peu de végétaux dessus, histoire de dire, mais je pense que ça peut vraiment coller.
Alors, des descendus dotés de conscience maléfique qui empoisonnent l'âme, tandis que des champignons bouffis crachent des nuages de gaz hallucinogènes. Des sauriens aux yeux et aux bouches innombrables rôdent sous les frondaisons, des orages psychiques ravagent les colonies en ruine de la planète et provoquent des pluies diluviennes et ectoplasmiques. Donc, vous faites des petites étendues d'eau ectoplasmiques, ça peut être sympa. Alors que le vent hurle comme une banshee et que le ciel est zébré d'éclairs empirique, ces phénomènes destructeurs ont corrompu aussi bien le paysage de la planète que son esprit monde. Voilà, c'était le petit cadeau bonus. Sur ce monde d'Ursulia, eh bien, les Eldar ne se sont pas trompés et en effet, le masque de Slaanesh a attaqué cette planète. Alors, c'est ce qu'on nous dit, c'est que la célérité en fait de la tempête warp qui a été déclenchée et de l'attaque démoniaque était tellement rapide que même les Eldar de Biel-Tan n'ont pas pu justement protéger ce monde. Et en fait, ça fait partie du plan. Son plan, c'est tout simplement d'attaquer cette planète, ensuite de prendre possession du portail et d'attaquer Biel-Tan, tout simplement parce que si elle peut détruire le vaisseau monde Biel-Tan, eh bien ce sera formidable, mais parce qu'elle sait aussi qu'Yvren se dirige vers Biel-Tan et elle sait aussi que Yvren est, et c'est très clairement dit, c'est la menace principale qui pèse sur Slaanesh. Alors, elle a fait venir l'ensemble des forces dont elle avait à disposition, mais elle a été chercher encore plus loin parce qu'elle a réussi à convaincre un bataillon de démons de Khorne de se joindre à elle. Donc on va avoir une coalition entre Slaanesh et Khorne pour justement aller sur cette planète, prendre possession du portail, le réanimer et puis attaquer Biel-Tan. Eh bien, cette alliance entre Khorne et Slaanesh est assez fragile parce que parfois on a l'impression que le chaos est une force unique, alors qu'en fait, les dieux du chaos se font constamment la guerre. Et il y a de temps en temps des alliances, là en l'occurrence c'est le cas, mais ils se détestent peut-être même encore plus qu'ils peuvent détester l'univers matériel en fait. Et ils veulent faire disparaître ces autres rivaux. Et on a en plus Khorne qui est particulièrement agressif envers Slaanesh parce qu'il considère que c'est un imposteur, un parvenu, étant donné qu'il est arrivé justement après. Et à l'inverse, Slaanesh considère que Khorne est simplement un gros abruti sans aucune finesse. Alors, vous allez me dire, mais comment on a pu avoir cette coalition de fait? Eh bien, c'est que le masque de Slaanesh a plusieurs compétences. Donc, il nous dit, ces compétences vont bien au-delà de simples plaisirs de la chair, puisqu'il y aurait vraiment peu de pouvoir avec les démons, mais c'est qu'elle sait exploiter les désirs des autres, car elle est l'incarnation de toute forme d'obsession. Ainsi, les âmes les plus fortes étaient souvent les plus faciles à berner, car elles étaient guidées par une détermination obsessionnelle, et nul n'était plus orgueilleux que le seigneur démon de Khorne. Et c'est vrai que dans l'obsession qu'il a de collecter toujours plus de crânes, eh bien, justement, Slaanesh et le masque de Slaanesh va utiliser cette force, cette obsession pour l'orienter dans la direction souhaitée. Et c'est pourquoi c'est vraiment ces deux coalitions qui vont aller attaquer ce portail warp. Après, au-delà de la puissance brute de Khorne, en fait, il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est que le masque, elle a beau être une manipulatrice, elle n'a pas la puissance brute qui permet de briser les runes de protection du portail. Et en fait, elle connaît par contre quelqu'un qui en est capable, c'est Skarbrand. Skarbrand, le plus terrible des buveurs de sang de Khorne. Lui, il a cette capacité brutale de pouvoir briser ces runes. Et c'est aussi pour ça qu'elle a fait intervenir les forces de Khorne. Alors Skarbrand, si vous connaissez déjà son histoire, vous savez que, et puis sinon vous allez le savoir, que c'est un démon majeur qui a osé plutôt défier Khorne. Khorne lui-même, il s'est attaqué à Khorne. Alors, d'un revers, Khorne l'a balayé à travers le temps, l'espace et les dimensions, et il l'a tout simplement banni. Et donc, c'est un buveur de sang déchu. Il est rentré dans une rage folle, et depuis, il ne cherche qu'à tuer tout ce qu'il peut trouver. Alors comment le masque l'a convaincu? Eh bien, dès qu'elle est apparue devant lui, Skarbrand a essayé évidemment de la découper, de la démembrer, mais en fait elle a réussi subtilement à sauter, éviter un petit peu ses coups. Elle a continué comme ça passivement à éviter en fait les coups. Au bout d'un moment, Skarbrand s'est lassé et l'a vu plus comme une nuisance que comme un adversaire de valeur. Donc il a simplement cherché à l'ignorer, et c'est ce moment-là qu'elle a choisi pour commencer à lui parler et lui dire: je sais que tu as été banni par ton dieu, eh bien nous avons cela en commun parce que moi aussi, le masque, j'ai été banni
par Slaanesh. Et en fait, ce que je te propose, c'est tout simplement une compétition entre nous pour offrir le plus de morts exodites à notre dieu et ainsi prouver qu'on est chacun supérieur à l'autre. Et si je parviens à tuer plus de monde que toi, eh bien j'aurais prouvé à Slaanesh que je méritais en fait ma réintégration. Et toi de même, si tu parviens à tuer plus de monde que nous, eh bien tu pourras montrer à Khorne que tu es digne à nouveau de le servir. Et en fait, cette prise de parole, eh ben, elle a permis en fait à Skarbrand de reprendre un petit peu pied dans la réalité. Pour un démon, ça ne marche pas, mais de réfléchir un petit peu et de se dire que, en effet, il y avait peut-être là une voie possible pour qu'il puisse resservir à nouveau Khorne. Parce que même si il a cherché à se battre contre Khorne, on peut imaginer que, au contraire, c'est l'acte d'amour. Un mot un peu difficile dans ce cas-là, mais au contraire, c'est pas une trace de rébellion, mais au contraire, vous imaginez si vous êtes le dieu de la guerre et que vous cherchez à battre les adversaires les plus puissants, votre premier lieutenant, celui qui est le plus puissant, le fait qu'il ose vous agresser, eh bien en fait, même si, par colère, vous faites quoi? Comment ça, pam? Au final, vous avez donné ce que votre seigneur voulait. Donc c'est ça, j'ai toujours trouvé que qu'il fallait le voir vraiment au-delà que simplement Skarbrand, il pète plus haut que son cul et puis il veut prendre la place de Khorne. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme l'expression ultime de sa servitude envers Khorne en lui proposant le combat le plus difficile possible. Mais bon, voilà, évidemment, quand on est un dieu comme Khorne, même le plus grand buveur de sang, ça ne fait pas pichenette, quoi, voilà. Donc, ça a réussi à convaincre Skarbrand de réunir une hoste colossale de Khorne. Pendant ce temps-là, eh bien en fait, cet effet a été très positif des deux côtés, aussi bien pour Slaanesh que pour Khorne, parce que forcément, des tas de champions des démons se sont dit, moi aussi, je veux prouver que je suis meilleur que le masque, meilleur que Skarbrand, etc. Et donc, ils ont tous accouru pour pouvoir faire l'attaque la plus colossale possible. Alors, on décrit un petit peu ce qui s'est passé. Donc, ils jaillirent en fait d'une faille warp. L'invasion débuta, les exodites utilisèrent toutes les armes et toutes les ruses à leur disposition, ils lâchèrent des hardes de mégazores, donc là c'est sympa parce que peut-être qu'un jour, ça fait déjà presque 10 ans maintenant, mais bon peut-être qu'un jour on aura enfin cette fameuse armée d'exodites que certains ont pu convertir, que certains espèrent un jour avoir, voilà, donc là vous avez un peu les mégazores, donc on peut imaginer comme on l'avait déjà vu un peu, les Dinos Riders, si vous aimez les vieux dessins animés, les Dinos Riders, moi ça m'a toujours fait penser aux exogites, menèrent des charges de cavalerie au cours desquelles des maisonnées entières de chevaliers dragons, donc là c'est pareil, un peu tout ce que ça peut laisser présager comme magnifique figurine, ravagèrent des phalanges de démons. Malgré tout, leur résistance dévouée à l'échec, les envahisseurs les surclassaient en nombre et la présence du masque et de Skarbrand fit davantage pencher la balance en faveur des démons. Voilà, et les exodites périrent. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on arrive avec les forces de Biel-Tan, c'est-à-dire que le combat a déjà eu lieu, les exodites sont tous détruits, vaincus, et en fait, eh bien, les démons se disputent pour savoir qui a été qui a fait le plus de carnage. C'est le moment, eh bien, voilà, où Biel-Tan passe à l'attaque et on va avoir cet affrontement un peu final qu'espère justement le masque. Parce que elle pense que c'est le moment où elle va avoir l'opportunité d'envoyer Skarbrand pour détruire les runes. Mais pour l'instant, elle n'a pas parlé ouvertement de ce plan-là. Elle n'a pas dit à Skarbrand, tu vas détruire les runes. Au contraire, elle le laisse juste penser que c'est une compétition pour savoir qui sont les démons qui sont le plus aptes à ravager un monde joyeux. Et voilà, on s'arrête là pour cette partie. Avant d'entrer, parce qu'en fait la suite c'est directement le combat entre les forces démoniaques et les forces de Biel-Tan. Et puis comme c'est un petit peu long, du coup je voulais pas me faire trop long sur cette vidéo là. On garde ça pour la prochaine fois. Donc vous pouvez avoir bien sûr vos pronostics. Alors après, évidemment avec une histoire comme Gathering Storm qui est assez ancienne, c'est beaucoup plus difficile d'imaginer des choses, donc moi-même je peux pas vraiment faire des sortes de prédictions comme j'ai pu le faire dans d'autres vidéos où j'aime bien réfléchir et me dire tiens qu'est-ce qui pourrait se passer. Là le fait est que sur Gathering Storm c'est voilà tout est enfin on sait exactement ce qui se passe, donc voilà je vais pas jouer à l'histoire des pronostics, mais en tout cas je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce côté vraiment sur les démons avec
comment les démons peuvent-ils s'allier. Ce n'est pas fait aussi simplement que les dieux se disent tiens on va aller attaquer les humains et puis voilà Tzeentch envoie une force à côté de Khorne. Il y a vraiment cette notion de manipulation, comment c'est fait, et puis même à l'intérieur des factions, on a vu que le masque de Slaanesh s'était fait bannir par Slaanesh, Skarbrand s'est fait bannir par Khorne, donc c'est-à-dire que même les démons qui sont l'incarnation même de la volonté des dieux, eh bien, peuvent être en désaccord. Et c'est toute la complexité des choses qui rend les choses plus riches aussi, parce que on peut se dire que même des choses qui sont eux-mêmes les démons, en fait, différentes facettes des démons viennent s'opposer entre elles. Donc voilà, c'est un passage que j'ai trouvé assez sympathique. Donc la suite, bien sûr, vous l'avez la semaine prochaine, tous les jeudis à 18 h sur Wargame Lore et TV. Et si vous voulez les avoir un peu plus tôt, eh bien n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Hein. Tipeee, c'est vraiment important, surtout en plus avec les vidéos lore, parce que c'est ce qui permet, alors, la petite contrepartie, bien sûr, vous les avez sans publicité. À chaque fois, ça évite d'être interrompu. Et puis, vous les avez aussi en avance. Alors j'essaie de faire des séries, quand je peux en avoir plusieurs d'un coup, j'essaie d'enchaîner. Alors après, bien évidemment, c'est pas toujours facile pour moi de trouver le temps de prendre extrêmement d'avance. Hein. J'aimerais vraiment avoir 3 mois d'avance de boulot et puis juste faire tac, programmer les vidéos et puis c'est fini. Ça, je peux lire mes romans tranquilles. Mais voilà, donc je fais vraiment au mieux. Et puis vraiment, c'est la façon de m'aider, de me soutenir. Il y a les vues YouTube, certes, mais ça vraiment, c'est pas ça qui fait vivre du tout. Il y a vraiment Tipeee. Et il y a vraiment aussi les achats que vous pouvez faire sur MyHobbyPlace, les sites partenaires. Donc c'est important. C'est voilà, quelque chose que je me sens obligé de répéter tous les mois parce que il faut que je mange tous les mois. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui m'aident, merci à tous ceux qui soutiennent, merci à ceux qui likent aussi, c'est important. Les likes, les pouce-up. Et puis merci aussi à ceux qui mettent des commentaires parce que les commentaires, c'est assez intéressant. Alors c'est compliqué de répondre à tous les commentaires, bien évidemment, vous le savez, mais ça peut m'aiguiller sur d'autres vidéos. Et des fois, c'est vrai que je rebondis sur des commentaires pour développer aussi un petit peu ce que je vous raconte, et moi j'aime bien toujours cet échange qu'il peut y avoir, et puis je fais pas la connaissance complète de tout l'univers de Warhammer 40 000, aussi, je pense que personne ne l'a, même les concepteurs, personne ne l'a, et en fait justement avoir d'autres éléments, des fois ça peut permettre d'expliquer des choses qu'on n'avait pas forcément compris, ou alors des choses qui paraissent un petit peu triviales ou sans intérêt, et bien prennent une toute autre ampleur dès qu'on sait en fait d'autres éléments, dès qu'on les incorpore. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos informations, en tout cas moi je dis ça avec plaisir. Merci à vous tous, à la semaine prochaine et à bientôt, salut, bye.